La séance est reprise. L'ordre du jour appelle le débat sur la reprise et la relance des activités culturelles. La parole est tout d'abord à l'orateur du groupe qui a demandé ce débat, Madame Sylvie Robert, pour le groupe socialiste, écologiste et républicain, et pour 8 minutes, chers collègues. Bien, Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues. Quelques années après la fin du Second conflit mondial, Albert Camus écrit « Sans la culture et la liberté relative qu'elle suppose, la société même parfaite n'est qu'une jungle. C'est pourquoi toute création authentique est un don à l'avenir. » 4 mots, culture, liberté, création et avenir, qui composent presque autant un programme pour la réouverture des lieux culturels que ce récit existentiel et civilisationnel. Car depuis plus d'1 an, à l'exception de rares moments, nous avons expérimenté une vie sans culture vivante. Certes, le numérique a permis d'apporter une forme d'ersatz culturel, et il y a eu des choses formidables de fait. Mais la preuve est faite aussi qu'il ne peut se substituer à ce qui fonde les arts vivants et plus globalement l'acte culturel. Ce partage avec les autres est le ressenti en réalité d'émotions et de réflexions aussi diverses que diffuses. Ce pouls-là palpitant nous a terriblement manqué. Ainsi, à la gravité de la période que nous venons de traverser doit désormais répondre une forme non pas d'insoutenable légèreté de l'être, mais peut-être de douce légèreté commune, car il ne s'agit pas tant d'affirmer que rien n'est grave, mais plutôt, puisque tout est grave et que maintenant nous le savons, nous pouvons aussi penser et nous extraire de cette réalité pour travailler et tendre vers d'autres imaginaires, que c'est ce besoin encore plus vital aujourd'hui que la culture nous aide, entre autres, à assouvir. Mais pour ce faire, et en vue de faciliter et de dynamiser la reprise des activités culturelles, les conditions de réouverture doivent être propices. C'est la raison pour laquelle notre groupe a demandé la tenue de ce débat, pour vous entendre, Madame la Ministre, et afin que vous puissiez répondre aux questions de mes collègues qui se posent encore. J'en profiterai également pour avancer quelques idées, ayant pour finalité de participer à la réflexion, mais aussi de consolider la relance culturelle, y compris à moyen terme. Car en premier lieu, l'urgence pour garantir ce déconfinement culturel réussi a trait au déploiement de ses modalités. Bien sûr, cela va du pass sanitaire à la cohérence d'ensemble des protocoles mis en œuvre. S'il ne s'agit nullement de reléguer l'impératif sanitaire au second plan, il convient néanmoins de rappeler que l'étude de mars 2001 de l'Institut Pasteur sur les lieux de contamination au SARS-CoV-2 aboutissait à la conclusion suivante, que la fréquentation des lieux culturels n'avait pas été associée à un sur-risque d'infection pendant la période où ils étaient ouverts. En d'autres termes, s'il est logique que les établissements et les événements culturels soient soumis à des protocoles sanitaires, ils n'ont pas à endurer des modalités de réouverture plus drastiques que d'autres lieux aux caractéristiques similaires. Ainsi que, par exemple, des critères cumulatifs très lourds. Je pense pour les festivals, mais ça va peut-être évoluer, au pass, à la jauge et à la densité. C'est une question de sécurité, d'égalité de traitement, mais aussi d'accessibilité réelle à la culture. À cet égard, le pass sanitaire, bien que temporaire et beaucoup mieux cadré par le Sénat, soulève encore de multiples interrogations, mais surtout sa mise en œuvre va être compliquée et coûteuse. Mais je tiens ici à rendre hommage à l'extrême agilité et pugnacité dont vont devoir faire preuve des organisateurs de festivals et d'autres rencontres qui ont décidé, c'est bien, de maintenir leur événement cet été, dans la mesure où ils se jettent un peu pour partie dans l'inconnu. Il faut les accompagner efficacement, par exemple par rapport aux dépenses supplémentaires, mais à cet égard, une garantie de l'État pour le redémarrage ne serait-elle pas de nature à les rassurer? Qu'en pensez-vous, Madame la Ministre? C'était l'une des préconisations de la mission d'information dont le rapporteur était M. Carucci sur les effets du confinement. En plus des difficultés d'organisation, cet accompagnement est donc naturellement d'ordre financier. Toutes les structures, les équipes, les artistes-auteurs ont été fragilisés, on le sait. La commission de culture du Sénat avait alerté déjà sur les pertes considérables que subissaient les différents secteurs culturels. Alors, d'un point de vue quantitatif, le gouvernement a agi et il faut le saluer. Des fonds ont été débloqués pour soutenir les acteurs culturels, des aides transversales et des aides sectorielles. D'un point de vue qualitatif, quelques points peuvent être cependant soulevés qui auront peut-être demain des conséquences sur la reprise, car je suis intimement convaincue que la période la plus délicate qui est devant nous va révéler à la fois les vertus de notre modèle culturel français, et il est robuste, mais aussi peut-être parfois ses fragilités. La situation, par exemple, des équipes artistiques est préoccupante, et les lieux dans le domaine des arts visuels et du spectacle vivant vont avoir une responsabilité majeure en termes de solidarité pour les soutenir, les accompagner,
à un moment où l'embouteillage, on le sait, des projets, des productions va forcément induire une sélection beaucoup plus dure. Il me semble, Madame la Ministre, que peut-être la vigilance sur ce sujet devra s'accompagner d'une évaluation de cette situation par les DRAC. La difficulté à adapter les aides transversales aux spécificités du secteur culturel a été réelle. Je pense bien sûr, mais c'est normal, à des trous dans la raquette, les artistes-auteurs au départ, les EPCC qui ont pu en être exclus pour des raisons juridiques. Là aussi, une analyse fine de ces situations devra être menée. Enfin, la problématique récurrente de la déclinaison territoriale des crédits. Les lieux intermédiaires, les associations culturelles n'ont pas été suffisamment appuyés alors que leur ancrage territorial est important. Alors, si nous nous tournons vers l'avenir, il s'avère indispensable que le soutien à la culture ne s'arrête pas du jour au lendemain. Mais nous aurons bien sûr un prochain PLFR. Pour les intermittents, je pense qu'une clause de revoyure à l'automne, liée à la prolongation de l'année blanche, peut s'avérer nécessaire. Quant au volet sur l'emploi artistique, il devra aussi faire l'objet d'une évaluation et peut être amplifié singulièrement en direction des jeunes artistes. Les acteurs culturels nous alertent. Ils sont heureux de rouvrir. Ils n'ont pas pour autant franchi le mur. Ils sont plongés parfois dans un paradoxe où l'euphorie de la reprise n'apaise aucunement les craintes quant à la pérennité de leur activité. Car pour eux, le juge de paix sera peut-être 2022, voire 2023. Alors, au regard de l'ampleur de cette crise, et parce qu'ils ont besoin de visibilité, je me dis qu'établir une programmation pluriannuelle pour la culture, un peu sur le modèle de la trajectoire pour la recherche de 2022 à 2027, serait peut-être un bon moyen de les rassurer pour garantir cette visibilité. Qu'en pensez-vous ? Car ce besoin impérieux de visibilité est une des grandes leçons de la crise. C'est vrai que la politique de stop and go a été difficile, d'autant plus que l'anticipation, on le sait, est un facteur décisif. Les équipes sont épuisées. Alors, afin d'anticiper la rentrée, et quoi qu'il arrive, un plan de maintien des activités culturelles devra être bâti en lien avec les acteurs, bien sûr, mais aussi en dialogue avec les collectivités. Et de la même façon, il faudra vite anticiper sur les protocoles et les préciser pour que des festivals, par exemple, en jauge debout, je pense au transmusical chez moi, bien sûr, cet hiver, puissent vraiment se préparer. Et puisqu'on parle d'anticipation, nous proposerons aussi qu'un plan d'investissement, et on verra pour la prochaine loi de finances, en faveur notamment de l'équipement, ventilation, aération des établissements culturels puisse être inscrit à la prochaine loi de finances. Peut-être d'ailleurs en lien, parce qu'il y a déjà des fonds de soutien de collectivités qui sont à l'œuvre. En outre, les collectivités territoriales sont des partenaires naturels des acteurs culturels, sont très heureuses de voir la vie culturelle reprendre sur leur territoire. Elles auront donc un rôle central à jouer dans la relance culturelle. Les CTC territoriaux doivent plus que jamais jouer un rôle à la fois de veille, mais aussi de coordination, voire d'impulsion, pour permettre une véritable territorialisation de l'action publique mieux concertée. Enfin, la reprise des activités culturelles n'est pas qu'institutionnelle, car en France, près d'une personne sur 4 pratique une activité en amateur. Autant dire que pour beaucoup de nos concitoyens, le retour à la vie culturelle était attendu. Un certain nombre de points réglementaires, et notamment sur les protocoles de divers ERP, par rapport à certains lieux, les empêchent encore de pratiquer. J'espère que vous les préciserez très prochainement. Voilà, Madame la Ministre, mes chers collègues, définitivement, la culture doit être tout sauf un privilège. Plus que nécessaire, elle nous est essentielle et c'est peut-être la plus grande révélation de cette période difficile que nous venons de vivre. Je vous remercie.